7h, 8h le matin du 6 juin, rien n'est gagné pour les Alliés qui viennent d'arriver en Normandie. Rien n'est sécurisé, rien n'est joué, hein. D'ailleurs, eh bien ça on pourra l'affirmer seulement que 24 heures après, hein. Donc on en reparlera demain, notamment, hein, enfin du moins le 6 dans la journée. Mais toujours est-il qu'à 7h45, entre 7h et 8h, enfin moins 7h45 le matin du 6 juin, eh bien, la plage de Utah Beach est sécurisée, comme je le disais tout à l'heure, hein. Donc, eh bien, les hommes vont pouvoir prendre possession sur les différents axes qui mènent à l'intérieur des terres. Et notamment, la 4e division d'infanterie va se positionner sur les sorties 1 et 2, notamment de la plage de la Madeleine. Et les sorties 3 et 4 un petit peu plus tard dans la matinée, on en reparlera un petit peu plus tard, vers 10h, 10h30. Leur rôle à ces hommes est d'établir la jonction avec les unités aéroportées qui ont été larguées, comme on le disait un petit peu plus tôt, hein, dans la nuit du 5 au 6. Une fois que cette jonction va être établie avec les unités aéroportées, déjà ça va permettre aux unités aéroportées de ne plus être complètement isolées et d'avoir un ravitaillement en munitions et également une évacuation des blessés. Alors l'évacuation des blessés va pas démarrer tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va falloir installer des hôpitaux de campagne, et ça un petit peu plus tard dans la matinée. À ce moment-là, 7h45, la plage de Utah est entièrement sécurisée. Les hommes vont commencer à avancer dans les terres. On fait arriver également les premières unités du génie, de la première ESB, première brigade du génie américaine sur Utah Beach. Et leur rôle à ces hommes du génie va être de dégager les obstacles de plage de manière à toujours faire venir beaucoup plus d'hommes et de matériel sur la plage de Utah Beach. Parce que je le rappelle, le 6 juin 1944, ce sont 23 600 hommes qui sont censés débarquer sur cette plage. Donc tout doit être fait de manière à pouvoir rentrer à l'intérieur des terres, de manière à prendre le maximum de positions possibles et d'offrir le plus de résistance à l'armée allemande. Le génie va avoir pour rôle de dégager les obstacles et également de faire des trous dans des brèches dans la dune, de manière à faciliter l'accès des hommes en direction de la plage, en direction de l'intérieur des terres, pardon, depuis la plage. Également faire ces brèches pour laisser passer les chars. D'ailleurs, la brèche aux chars existe toujours, hein, sur la plage de Utah Beach. Elle est située pas très très loin du musée notamment. Du côté de nos parachutistes et notamment de nos parachutistes de la 101e, un premier point s'établit au lever du jour. Ça va être le cas notamment à la ferme Marmion située à Ravenoville, cette ferme qui est devenue assez célèbre notamment, où on peut y voir différentes photos d'hommes du 506e régiment de parachutistes de la 101e Airborne. Cette ferme Marmion va devenir un lieu de rassemblement pour les soldats du 506e régiment, et l'un d'entre eux assez connu, hein, le soldat Forrest Gutt du 506e régiment de parachutistes. Cette ferme Marmion va devenir un lieu de rassemblement, parce que ces hommes ne vont pas savoir évidemment où est-ce qu'ils se trouvent. Alors qu'ils auraient dû être largués sur la drop zone C du côté de Sainte-Marie-du-Mont, ils vont se retrouver à 8 km sur la commune de Ravenoville et ils vont devoir établir un premier point. Où sommes-nous, hein, et où allons-nous? Parce que à ce moment-là, ils sont plus à proximité de Utah Beach, hein, que du lieu auquel ils auraient dû atterrir. Donc ils craignent que leur mission ne puisse pas être atteinte. Heureusement, on pourra le voir, hein, le 506e régiment va pouvoir atteindre dans l'ensemble les différentes missions qui vont lui être confiées. Mais on va pouvoir voir le rassemblement de ces hommes un petit peu partout, et leur prise de décision, une fois le jour levé, de pouvoir rejoindre leurs unités respectives et d'atteindre les objectifs qui leur ont été confiés quelques jours avant cette opération, à leurs objectifs, notamment pour le matin du 6 juin. Donc voilà, ferme Marmion à Ravenoville, rassemblement des parachutistes. Sur Utah Beach, le débarquement continue de se dérouler. Les vagues se suivent les unes après les autres, et les hommes continuent de débarquer sur la plage. Des embarcations un petit peu plus importantes sont en train d'arriver, et on fait débarquer les hommes par 800 voire 1000, hein, à partir de 7h45. Les vagues s'enchaînent, le but étant de faire débarquer le maximum d'hommes au soir du 6 juin et de les faire avancer dans les terres pour établir cette jonction avec les parachutistes. Il est 7 heures. Les troupes d'Arthur Janke sont toujours terrées dans les restes de leurs bunkers, dans les tranchées qui ont été défoncées par les bombardements. Elles s'efforcent, avec le matériel dont elles disposent encore, d'opposer une ultime résistance à la plus formidable armada que l'histoire ait jamais érigée. L'issue de ce combat semble particulièrement disproportionnée, et on peut considérer qu'à partir de cette heure, les positions du Widerstandsnetz 5
sur lesquels le maréchal Rommel s'était attardé et avait félicité Arthur Janke tout en regrettant malgré tout qu'elle ne soit pas suffisamment défendue, suffisamment équipée, on peut considérer que ces positions sont neutralisées. On l'a vu, les différentes pièces de 50 et de 47 mm ont été détruites les unes après les autres. Les positions mitrailleuses sont désormais hors de combat. Les encuvements où se tenaient les mortiers sont également détruits. Il n'y a plus aucune communication. Déjà, Janke avait perdu toutes ses communications avec l'arrière depuis plusieurs heures, mais il avait tout de même encore des liaisons avec les autres postes de résistance qui se situaient soit au nord, soit au sud. Désormais, tout cela est fini. Il est complètement isolé avec les quelques hommes qui lui restent. Les premières brèches sont également ouvertes dans le mur anti-char. Et la situation paraît quand même désespérée, tandis que, côté américain, on se félicite d'un débarquement qui a progressé très rapidement, on dira même comme à la manœuvre. Alors Janke ne comprend pas. Janke ne comprend pas parce qu'il se demande où est l'aviation. Pourquoi est-ce que l'aviation allemande n'est pas intervenue? Pourquoi est-ce que les Américains ont la maîtrise du ciel? Parce qu'en fait, le nombre d'appareils dont disposent les Allemands n'est pas suffisant et le peu de survols qui auront lieu au 6 juin ne seront pas significatifs. On pourrait aussi se demander, et il le fait, pourquoi est-ce que l'artillerie n'intervient pas? Pourquoi est-ce que finalement toutes les batteries qu'il a sollicitées ou toutes les positions qu'il connaît depuis des mois, dont on lui a vanté les mérites, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas, est-ce qu'ils ne pilonnent pas la côte? Là encore, l'explication est assez facile à comprendre. Les bombardements successifs qui ont eu lieu dans la nuit, même si leur logique a en partie échappé aux défenseurs de WN5, eh bien, leur logique visait à détruire, anéantir les différentes batteries d'artillerie. Quant aux observateurs, ils ont les uns après les autres été délogés de leur poste d'observation et ne peuvent plus donner aucune information. Alors Janke, dans un dernier sursaut, tente encore une dernière initiative. Peut-être que la chance pourrait basculer côté allemand, même s'il n'en a plus que l'illusion. Il va utiliser les Goliath. Ces fameux petits chars dont on espérait tant, donc il s'agit d'un petit véhicule à chenilles, attention, n'appelons pas ça un char, il s'agit d'un petit véhicule à chenilles de 350 à 400 kg, dans lequel on peut charger, selon les modèles, entre 60 et 100 kg d'explosifs, et comme une sorte de voiture télécommandée, puisque ces petits blindés, pour la plupart, sont filoguidés, on peut les diriger vers les positions ennemies et faire exploser la charge au moment choisi. Bien sûr, ça ne pourrait pas suffire, mais malgré tout, Janke s'acharne et donne l'ordre aux quelques survivants de WN5 de lancer les Goliaths. Sauf que l'air salin n'a certainement pas aidé non plus à la bonne conservation des mécanismes au sein de ces petits blindés. Mécanisme d'ailleurs tellement délicat que les bombardements qui ont eu lieu pendant plusieurs heures, on vient de le voir, ont eu raison également des relais, des capteurs que l'on a à l'intérieur. Et résultat, les blindés censés redonner l'avantage vont finalement s'échouer à quelques centaines de mètres des positions, sans finalement occasionner de résultats spectaculaires. Par contre, Janke va constater également que l'artillerie de marine, et celle qui est également sur les chalands, va reprendre le pilonnage, que ce soit des positions ou de l'arrière, pour faciliter la progression des troupes, puisque côté américain, on a signalé que l'avancée était quand même conséquente. Hélas, les Allemands, une fois encore, sont incapables de répliquer. Ils n'ont plus d'armement lourd, ils n'ont plus finalement que leur simple fusil et l'espoir d'en sortir indemne.